On racontait qu'un esprit gardait l'ultime source vive de la vallée de Cimarron, un géant vengeur aussi vaste et ancien que la terre craquelée elle-même. Mais Silas Cain n'était pas homme à croire aux esprits. C'était un éleveur, à moitié brisé par 2 ans de sécheresse, qui tentait simplement d'empêcher son dernier bétail de tomber en poussière. S'il suivait le murmure de l'eau vive, ce n'était pas pour un mythe, mais pour sa survie. Ce qu'il trouva enchaîné à la source, cependant, était bien plus inconcevable qu'un esprit. C'était une femme d'une taille immense, une apache, son corps puissant, un paysage de défis et d'épuisement, lié au rocher par un lourd collier de fer industriel et une chaîne. La loi était absolue. Elle était la propriété du chemin de fer, une hostile capturée, et la prime offerte pour sa capture sauverait son ranch. Mais lorsqu'elle leva enfin la tête, il ne vit pas le visage d'une sauvage, mais celui d'un être humain poussé au-delà de toutes les limites de l'endurance. Elle ne parla ni de guerre, ni de malédiction. Sa voix n'était qu'un murmure rauque et brisé qui balayait la loi, la race et la raison, ne laissant derrière elle qu'un choix dévastateur. « Je vous en supplie, » plaida-t-elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Enlevez-le. » Silas se figea. La poussière, la chaleur et le bourdonnement des tahons s'estompèrent en un bruit de fond sourd et lointain. Son regard quitta les yeux de la femme pour se poser sur l'objet de sa supplique. Ce n'était pas le collier, c'était la petite pochette de cuir perlé, attachée par un cordon juste en dessous. Le cordon était si serré qu'il s'était enfoncé dans sa chair, traçant une ligne rouge et irritée sur sa peau. La pochette elle-même pulsait au rythme de sa respiration haletante. Il comprit alors que ses mains, liées dans son dos, n'étaient pas serrées de rage, mais dans un geste de prière désespérée et silencieuse. Il ne s'agissait pas de défi. Il s'agissait de quelque chose de sacré. La partie rationnelle de son cerveau, celle qui avait survécu à 10 ans de privation sur la frontière depuis que Mary et le garçon avaient été emportés par la fièvre, lui hurlait de fuir. La prime pour une apache hostile était de $500, assez pour rembourser la banque, acheter du fourrage, survivre une année de plus, assez pour arrêter la lente et angoissante hémorragie de l'échec qui avait défini sa vie depuis qu'il n'avait pas réussi à protéger sa propre famille. $500, c'était une résurrection. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de remonter sur son cheval et de filer vers le camp du chemin de fer. Mais son corps refusait de bouger. Ses bottes semblaient soudées à la terre craquelée. Il la regarda vraiment, et ne vit pas une hostile, mais le fantôme de sa propre impuissance, la même impuissance brute qu'il avait vue dans les yeux de Mary alors que la fièvre l'emportait. Avec un juron qui était à moitié une prière, Silas dégagea la lourde barre à mine des attaches de sa selle. Il coinça la pointe dans un maillon de la chaîne, là où elle était boulonnée au rocher. Le crissement du métal contre le métal résonna comme un verdict final. Il pesa de tout son poids, 1 fois, 2 fois, un grognement s'échappant de ses poumons sous l'effort. À la 3e tentative, le boulon poussa un dernier cri strident et céda. La lourde chaîne s'effondra sur le sol, serpent de fer mort dans la poussière. Elle ne s'enfuit pas, elle ne se leva même pas. Elle s'affaissa simplement, le poids du collier sur son cou manquant de lui faire mordre la poussière avant qu'elle ne se rattrape sur ses mains. Silas s'approcha prudemment, sa gourde à la main. Il s'agenouilla, ses genoux craquant, et la lui tendit. Elle observa ses mains, son regard vif et scrutateur. Lentement, elle but, longuement, profondément. L'eau traçait des sillons propres à travers la crasse de ses joues. Il vit alors que le lourd collier de fer était un chef-d'œuvre de cruauté, forgé dans une usine du chemin de fer et fermé par une goupille spéciale et robuste. Il n'y avait pas de serrure. On ne pouvait pas le crocheter. Seule la force qu'il avait forgée pouvait le briser. Il l'avait libéré du rocher, mais pas de sa prison. En brisant cette chaîne, il venait de signer son propre arrêt de mort. Il l'avait choisi. Il avait trahi les siens, le monde de la loi et de l'ordre, pour une femme captive et silencieuse qu'il ne connaissait même pas. La prime était perdue et le chemin de fer enverrait des hommes. La question n'était pas de savoir s'il viendrait, mais quand. Et qu'allait-il bien pouvoir faire d'elle, bon Dieu? Les cavaliers apparurent 3 jours plus tard, fantômes de poussière à l'horizon qui se transformèrent lentement en 3 hommes. Silas sentit un nœud froid se serrer dans son ventre. Il avait caché Nita dans la petite cave à légumes exigus, un endroit qui sentait la terre humide et les souvenirs. Il accueillit les hommes sur son porche, la main nonchalamment posée sur la crosse usée de la Winchester, appuyée contre le cadre de la porte. L'homme en tête était impeccable, ses vêtements propres malgré la piste, son visage un masque d'efficacité polie. C'était Marcus Thorne. Il ne perdit pas de temps en plaisanterie. « Cain, dit Thorne, sa voix aussi lisse et froide qu'un galet de rivière. Un plaisir. »
Il tendit un papier plié. « Ceci est un dernier avis de saisie de la Banque du chemin de fer Denver Rio Grande Western. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété. » Silas prit le papier, les jointures blanchies. Ce n'était pas une menace, c'était un simple constat, ce qui le rendait d'autant plus terrifiant. Les yeux de Thorne, pâles et perçants comme ceux d'un faucon, balayèrent par la ferme. « Les temps sont durs, » dit-il, les mots un écho creux de sympathie. « Le progrès exige des sacrifices. » Mon regard s'attarda un instant sur les 2 assiettes vides que Silas avait laissées sur la balustrade du porche, une mise en scène calculée. Thorne sourit, un mouvement fin et sans vie de ses lèvres, et fit tourner son cheval. 30 jours, c'était une condamnation à mort. 123. Quand ils furent répartis, Silas ouvrit la porte de la cave. Nita émergea, clignant des yeux sous la lumière crue, sa silhouette massive remplissant l'embrasure de la porte. Il brandit le papier, la honte de son échec lui brûlant le visage. Elle ne regarda pas le papier, mais ses 3 dernières vaches de squelettiques, leur tête basse près de l'abreuvoir à sec. Son silence était lourd, chargé d'une observation qui le fit se sentir petit. D'un mouvement de tête, elle désigna la falaise rocheuse à l'extrémité de sa propriété, un endroit qu'il avait toujours considéré comme inutile, stérile. Puis, elle se mit à marcher. Il la suivit, confus et en colère. Elle se déplaçait avec une grâce étrange, dévorant le terrain, ses pieds nus semblant trouver une prise là où ses bottes usées glissaient. Elle le mena à une petite crevasse presque invisible, cachée derrière un rideau de manzanita blanchi par le soleil. Et là, au fond de la crevasse, se trouvait une plaque de terre sombre et humide, un suintement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était de l'eau. Elle le regarda alors, d'un regard long et soutenu. Elle venait de sauver ce qui restait de son monde, et dans ce regard silencieux et partagé, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas de l'amitié, pas encore. C'était le respect calme et profond de 2 survivants. La vie de saisie lui serrait toujours la gorge comme un nœud coulant, mais pour la première fois depuis 1 semaine, il pouvait respirer. Les vrais ennuis arrivèrent 1 semaine plus tard, au crépuscule. Cette fois, il n'y eut aucun avertissement poli. Les hommes de Thorne, 5 d'entre eux, firent irruption dans sa cour, leurs fusils déjà à la main. Silas eut à peine le temps de repousser Nita dans la cave et de couvrir la porte avec une vieille couverture de cheval avant qu'il ne soignât sur lui. On cherche une propriété du chemin de fer qui s'est échappée. Kane, gronda l'un d'eux en crachant un jet de jus de tabac brun près de ses bottes. Une grande femme apache. Tu l'as vue? Silas secoua la tête, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Je n'ai rien vu d'autre que de la poussière et de la misère par ici. Ils fouillèrent des scrunchfonnèrent la grange, renversant le peu qu'ils possédaient, leur cruauté désinvolte. Alors qu'un des hommes commençait à sonder avec le canon de son fusil la couverture de cheval qui dissimulait la porte de la cave, Silas sut que c'était fini. Mais c'est alors que la voix de Nita, basse et pressante, s'éleva de sous ses pieds, non pas comme une supplique, mais comme un ordre. Silas, ici, maintenant. Il n'hésita qu'une seconde avant de se laisser tomber par une trappe cachée dans le plancher dont il avait même oublié l'existence. Il atterrit dans l'espace étroit et sombre à côté d'elle. Au-dessus, il entendait les hommes crier de confusion et de colère. Il était un fugitif sur ses propres terres, piégé. C'est dans cette obscurité suffocante, avec les pas de ses chasseurs à quelques centimètres au-dessus de leur tête, qu'elle rompit enfin le silence. Elle montra la pochette. « Pas pour moi », murmura-t-elle, les mots lui coûtant un effort visible. Elle fit un geste vers l'est, vers les pics déchiquetés où le camp principal du chemin de fer était taillé dans le flanc de la montagne. « Pour mon frère, c'est un garçon, ils l'ont pris. Son esprit est dans cette pochette, son corps est dans ce camp. » Le poids écrasant de sa décision s'abattit sur lui. Il ne s'agissait pas de sauver une femme seule d'un destin cruel. Il s'agissait de libérer un enfant d'un camp d'esclaves. Son sang se glaça. Il regarda la pochette, la ligne vive et purulente qu'elle creusait dans son cou. Puis de nouveau ses yeux. Il n'était pas rempli de peur, mais du feu inflexible d'une guerrière investie d'une mission sacrée. La saisie, son ranch, sa propre vie, tout cela semblait petit et insignifiant face à cela. C'était une guerre qu'il ne pouvait absolument pas gagner. Ils passèrent à l'action sous le couvert d'une nuit sans lune 2 semaines plus tard, en suivant un sentier de chèvres sinueux et dangereux que Nita connaissait depuis son enfance. D'une crête élevée, ils pouvaient voir le camp en contrebas, un amas infernal de tentes et de feux de camp, le bruit rythmé des marteaux sur l'acier, un battement de cœur constant et brutal. C'était une forteresse, grouillant de gardes armés. Silas sentit le goût amer et familier de l'impuissance lui monter à la gorge.
C'était de la folie. Ils descendirent à la pente d'éboulis, utilisant les ombres comme seule couverture. Ils étaient presque au bord du camp, près d'un groupe d'enclos, quand un chien se mit à aboyer, une alarme frénétique et aiguë. Une lanterne s'alluma. Un coup de feu retentit, puis un autre. Des cris éclatèrent dans le camp. Ils étaient repérés. Ils firent demi-tour et coururent, l'adrénaline et la terreur comme un feu dans leurs veines. Un autre coup de feu, et Silas sentit une douleur fulgurante et brûlante lui déchirer la jambe. Il tomba, sa jambe se dérobant sous lui, le sol se précipitant à sa rencontre. Nita fut à ses côtés en un instant. Avec une force qui semblait impossible, elle le hissa sur son dos large, son poids semblant à peine la ralentir, alors qu'elle regrimpait la pente rocheuse, les cris et les coups de feu de leurs poursuivants résonnant derrière eux. Elle le porta sur ce qui sembla être des kilomètres, s'effondrant finalement dans une grotte peu profonde et cachée, alors que la première lueur grise de l'aube tachait le ciel à l'est. La mission était un échec catastrophique. Il était blessé, et ils étaient pourchassés. Alors qu'une vague de délire provoquée par la fièvre et la douleur le submergeait, les parois de la grotte semblèrent se transformer en murs exigus de sa propre petite cabane des années auparavant. Il pouvait presque sentir l'odeur écœurante de la maladie, voir le visage de Mary, pâle et en sueur, ses yeux écarquillés par la même peur et la même douleur qui le consumaient maintenant. Il avait encore échoué. 4. Une autre vie dont il était responsable, une autre personne qu'il était trop faible, trop pauvre, trop impuissant pour sauver. Tandis que Nita s'affairait, déchirant une bande de sa propre robe pour panser sa blessure, ses mouvements rapides et sûrs, un détail étrange attira son attention dans son esprit fiévreux. À travers la douleur, il vit qu'elle ne regardait pas en arrière, d'où ils venaient, elle ne guettait pas leurs poursuivants. Son regard était fixé sur le camp au loin, mais sur quelque chose de spécifique, quelque chose qu'il avait à peine remarqué. Elle fixait intensément le château d'eau du camp, haut et solitaire, scintillant comme un fantôme dans la lumière du matin. La fièvre tomba le 3e jour, laissant Silas faible mais lucide, les fantômes de son passé s'estompant enfin. Nita avait soigné sa blessure avec une connaissance qui allait au-delà des simples remèdes de la frontière, ses mains douces mais sûres. Alors qu'il était allongé là, à l'observer, une prise de conscience le frappa avec la force d'un coup. Il ne s'agissait pas seulement de Nita ou de son frère, ou même du chemin de fer. Il s'agissait de Mary et de son fils. Il n'avait pas pu les sauver. Le monde avait été trop grand, trop cruel, et il avait été trop petit. Il s'était caché de cet échec pendant une décennie derrière un masque de pragmatisme las, se disant qu'il ne se souciait de rien d'autre que de la terre sous ses bottes. C'était un mensonge. Il ne s'était pas caché, il avait attendu une seconde chance d'affronter la même épreuve et de ne pas être trouvé en défaut. C'était une expiation. 567. Il finit par s'asseoir, la douleur dans sa jambe une sensation vive et nette. « Le château d'eau », dit-il, la voix rauque. « Tu regardais le château d'eau ?» Nita hocha la tête, son regard ne quittant jamais le camp lointain. « Il est alimenté par un petit ruisseau, un ruisseau qui traverse le col, à 3 kilomètres au nord d'ici. » Elle le regarda alors, ses yeux transmettant un plan si simple, si audacieux, qu'il lui coupa le souffle. Ils n'allèrent pas combattre les hommes de Thorn, ils allèrent combattre la sécheresse. « Le camp a des hommes, » dit-elle, sa voix basse et stable. « Mais les hommes ont besoin d'eau, nous allons prendre leur eau, et quand ils auront soif, ils seront aveugles. » L'éclat de cette idée s'empara de lui, une chose chaude et terrible. Ce fut un moment de révélation si pure qu'il sembla être un cadeau de Dieu lui-même. Ils utiliseraient les outils de leur propre souffrance, le paysage hostile, la sécheresse implacable, comme leur plus grande arme. L'intense anticipation du combat à venir était un feu dans son sang, brûlant les dernières scories de son ancienne peur. Il leur fallut 2 jours de labeur brutal et éreintant. Ils n'eurent pas besoin de dynamite. Ils utilisèrent la barre à mine de Silas, la force immense de Nita et leur connaissance commune du terrain pour faire s'effondrer une section étroite de la paroi du canyon, détournant le mince filet d'eau fatigué du ruisseau vers un ravin asséché qui s'éloignait du camp. Puis, ils attendirent. Le chaos commença le 2e jour. Des cris résonnèrent le long des parois du canyon, suivis par le son frénétique d'une cloche. Le plan de Nita avait fonctionné à la perfection. À midi, Thorn avait envoyé un quart de ses hommes se démener dans le canyon pour trouver la source du blocage, laissant le camp principal dans un état de désarroi confus. C'était leur ouverture. Ils se glissèrent dans le camp comme des fantômes, les gardes restant distraits par la crise de l'eau. Nita les mena jusqu'aux enclos, chacun de ses mouvements un murmure. Elle le trouva instantanément. Un petit garçon maigre comme un clou avec les mêmes yeux rebelles qu'elle. Il y avait 4 autres enfants avec lui, leurs visages creusés par la faim et la peur.
Il n'y avait pas de temps pour les larmes. Silas utilisa ses dernières forces pour briser les serrures bon marché des enclos pendant que Nita rassemblait les enfants, leur parlant dans les tons bas et urgents de leur langue maternelle. Au moment où ils sortirent les enfants, Thorn apparut, son visage un masque d'incrédulité se durcissant en une fureur froide. Ils n'étaient pas flanqués de garde, ils étaient tous partis, à la poursuite du fantôme d'un ruisseau. Il n'y avait que lui, Silas et Nita. Thorn dégaina son pistolet, mais avant qu'il ne puisse tirer, Nita fit quelque chose que Silas n'aurait jamais attendu. Elle poussa les enfants derrière elle et chargea, non pas avec une arme, mais avec un rugissement de rage pure et primale. Elle était Nita l'ours, une force de la nature imparable, et Thorn, malgré toute sa puissance et son autorité, n'était qu'un homme. Il tira une fois, à l'aveuglette, la balle ricochant sur la paroi rocheuse, alors que tout le poids de Nita s'abattait sur lui, les envoyant tous les deux rouler dans la poussière. Le pistolet glissa plus loin. Silas, sa jambe hurlant de douleur, s'avança en boitant, pointa sa Winchester sur la tête de Thorn et mit fin à tout cela. Dans le silence retentissant qui suivit, Nita se releva lentement, aida son frère à se relever et emmena les autres enfants sans un regard en arrière. Ils se fondirent dans la nature sauvage qui était leur foyer, laissant Silas seul dans le camp silencieux et vaincu. Des semaines plus tard, la vie de Cézine n'était plus qu'un bout de papier oublié. Le camp du chemin de fer était une ville fantôme, sa progression interrompue indéfiniment par la perte mystérieuse de son unique source d'eau. Le ranch de Silas, cependant, était au bord de la résurrection. Il n'était pas seul. Nita et son frère, Taza, étaient bien revenus, non pas comme des invités, mais comme des partenaires. Elle lui avait montré où creuser, le guidant avec une connaissance ancienne de la terre qui ressemblait à de la magie. L'image finale de leur nouvelle vie n'était pas un baiser. C'étaient eux trois, Silas, sa mauvaise jambe en voie de guérison, Nita, son collier de fer enfin brisé et jeté, et Taza, retrouvant ses forces, travaillant ensemble, leurs mains dans la terre fraîche et sombre, approfondissant le puits qui sauverait leur maison. Silas s'appuya sur sa pelle, le soleil chaud sur son visage, et les regarda. Il pensait qu'un héritage était quelque chose que l'on possédait, comme une terre, un titre de propriété dans un coffre. Mais il savait maintenant que c'était faux. Un véritable héritage était quelque chose que l'on construisait, quelque chose qui grandissait, quelque chose qui vivait, comme un puits, comme une famille.